Salut à toutes et à tous. Si tu devais te battre avec un de ces trois-là, est-ce que tu prendrais ton adversaire au sérieux? Peut-être pas. Sauf que ce serait une erreur. Les gens ont sous-estimé ce barbu pas mal de fois, et en faisant ça, ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. L'histoire se déroule dans un foyer spécial pour personnes handicapées. Ceux qui vivent ici sont chouchoutés, mais on leur donne beaucoup plus de liberté qu'on ne le pense. Les chambres du foyer ne sont pas du tout comme celles à l'hôpital, et il y a deux gars, Zolika et Barba, qui vivent dans une de ces chambres. Ils passent tout leur temps ensemble, ils dessinent des bandes dessinées et ils s'entraident. Et des fois, ils font des farces. Par exemple, un jour, Barba se pointe dans leur chambre avec un extincteur en disant qu'il venait de le voler. Zolika trouve ça drôle et les deux amis sortent pour essayer leur nouveau jouet. Sauf que leur plaisir est interrompu quand un homme barbu apparaît dans la ruelle du foyer. Il leur demande du feu et Barba lui donne gentiment un briquet. Il avertit l'homme qu'il est interdit de fumer normalement. L'homme est sur le point de partir quand d'un coup, ils apprennent que leur mystérieux voisin de foyer était un pompier avant. Il explique à Zolika qu'il a dû sortir de maintes fois des cadavres de petits-enfants de bâtiments et il leur donne de remettre l'extincteur là où ils l'ont trouvé. Après ça, l'homme se retourne et s'en va, mais Zolika est énervé par son comportement. Il le rattrape et essaye de le frapper. Sauf que l'homme barbu s'avère être beaucoup plus fort que prévu et il n'a aucun mal à battre Zolika. Une fois qu'il s'est calmé, le gagnant s'enfuit pour pisser dans une grille d'égout. Ensuite, l'un des deux amis lui demande s'il est le fameux Rupazov, la personne qui est arrivée au foyer après avoir fait de la prison. L'homme ne donne pas de réponse directe et parle un peu plus avec les garçons. Au final, il les invite à boire un verre dans le centre-ville. Les garçons sont choqués par le nombre de verres que leur nouvel ami commande. Zolika lui demande s'il est un dealer. Rupazov rit et demande pourquoi il pense ça. Il admet néanmoins qu'il pourrait avoir besoin d'un peu d'aide au travail. Par exemple, il a besoin d'un chauffeur. Barba se porte volontaire, il a une voiture. Bientôt, Zolika s'allonge sur un canapé et Rupazov demande ce qui ne va pas. Barba lui dit que son ami a mal au dos, mais leur nouvel ami ne montre aucune sympathie à Zolika. Il dit que son dos lui fait mal tout le temps aussi et que ça ne sert à rien de se désoler pour soi-même. Rupazov ne réalise pas encore à quel point les problèmes de santé de Zolika sont graves. Le lendemain, Zolika se rend chez le médecin avec sa mère et il découvre que son état s'est aggravé. Sa colonne vertébrale a un besoin urgent de soutien car elle courbe et comprime rapidement ses organes. La chirurgie est la seule chose qui peut sauver la vie de Zolika. Sa mère dit au médecin que son père, qui vit en Allemagne, est prêt à payer pour cette intervention très chère et qu'il serait heureux d'enfin aider son fils. Mais à l'étonnement du médecin et de la mère de Zolika, Zolika refuse catégoriquement l'offre. Pendant ce temps, Rupazov a ses propres affaires à gérer, des choses extrêmement suspectes. Il rencontre un gars louche dans un parc qui est assis et entouré de 4 Rottweilers. L'homme passe un paquet jaune à Rupazov et il lui rappelle de bien faire le travail. Plus tard, Barba et Zolika s'arrêtent à un food truck pour prendre de quoi manger pour Rupazov. Pendant ce temps, Rupazov se tient au milieu de nulle part et attend quelqu'un. Une voiture arrive soudainement et 4 voyous en sortent. Une autre voiture avec les 2 amis handicapés arrive. Un des voyous regarde avec mépris Rupazov et lui suggère de rejoindre les passagers de la voiture qui vient d'arriver. Quand Rupazov lui dit qu'il avait été envoyé ici pour lui transmettre des informations, le voyou sourit. Rupazov essaye d'utiliser des gestes pour dire au garçon de partir, mais le gang se rapproche déjà de lui. Leur chef demande ce qu'il fait là-bas et Rupazov leur dit calmement « Rados, l'homme avec les Rottweilers, se retire de l'affaire et ne veut plus travailler avec leur ordure de patron. » Les voyous, bien sûr, sont choqués par son insolence. Le ton monte et le chef du gang poignarde Rupazov dans la jambe d'un mouvement brusque. Mais Rupazov ne ressent rien, il est complètement paralysé du bas. Là, le chef lui donne un coup de pied dans la poitrine et le mercenaire décide de ne pas perdre une seconde de plus. Après avoir réussi la mission, Rupazov se rend aux urgences. Là, il commence à flirter avec une infirmière et on comprend de leur conversation qu'ils sont sortis ensemble. Mais maintenant, la fille a un nouveau compagnon qui l'a récemment demandé en mariage et il lui interdit de parler à Rupazov. En même temps, le patron de Rupazov, Rados, se promène au bord de la rivière avec ses Rottweilers bien-aimés. Saisissant l'occasion, des étrangers qui se cachaient dans une voiture commencent à tirer sur lui et ses chiens. L'un des chiens tombe et les autres écoutent immédiatement l'ordre de leur maître qui, par quelque miracle, a échappé à la mort. Après avoir croisé son ancienne compagne, Rupazov se saoule. L'homme se souvient à quel point il était heureux avant la prison et comment il s'est retrouvé là. Il avait été surpris en train de voler du pain et il avait accidentellement tiré sur un policier qui était venu l'arrêter.
Rupasov, bourré, voit des flashbacks et il se précipite dans le foyer à une vitesse folle. Il essaye de se jeter dans les escaliers, mais survit. Le lendemain, il rencontre Rados et il veut être payé pour la dernière mission. Il dit que leurs ennemis sont devenus plus dangereux et qu'il les chasse. Mais Rados croit en son agent. Personne ne prend Rupasov au sérieux à cause du fauteuil roulant. Il est donc capable de faire face même aux ennemis les plus dangereux, comme par exemple le patron du clan ennemi, Tony. Sauf que, avant qu'il n'arrive à Tony, il devra s'occuper de son avocat. Mais il y a un problème, Tony a toujours des gardes du corps autour de lui et ne va que dans des endroits bondés. Mais ça n'arrête pas Rupasov. Il ne demande qu'à être payé plus et il promet de s'occuper de tout. Rados est content. Il est évident qu'il ne se soucie pas de savoir si Rupasov survit ou non. Tout ce qui l'inquiète, c'est de garder la mission secrète. Au foyer, Rupasov s'entraîne dans une salle de thérapie de réadaptation. Il essaye d'apprendre à marcher à nouveau en utilisant des prothèses, mais il n'a pas eu beaucoup de succès jusque-là. Zolika le voit. Il arrive voir son ami et dit que lui et Barba aimeraient qu'ils travaillent tous les trois en équipe. La nouvelle mission n'a pas encore commencé et Zolika se rend à un festival de bande dessinée avec son ami fidèle. Il y a un concours de jeunes talents là-bas et les garçons y participent. Ils n'auront pas de prix, mais un des éditeurs locaux aime bien leur idée. Ils pensent qu'ils ont juste besoin de travailler un peu plus sur l'intrigue. Leur rêve de le publier est brisé. Pendant ce temps-là, Rupasov n'abandonne pas ses rêves. Avec des fleurs, il retourne à l'hôpital où il a vu son ex, mais il la voit quitter le travail et tomber littéralement dans les bras de son nouveau petit ami. Un peu plus tard, il se passe des choses dans le centre-ville. Rupasov se tient sur une rue piétonne et regarde l'avocat de Tony déjeuner sur la terrasse d'un café entouré de deux hommes. Le mercenaire n'est pas seul, Zolika et Barba sont à proximité, prêts à provoquer une distraction et à venir à la rescousse à tout moment. Ils font semblant de nourrir les oiseaux. Sauf que dès que l'avocat sort, pendant que des citoyens effrayés regardent autour d'eux, les gardes du corps examinent les fenêtres à la recherche du tireur d'élite. Mais les garçons quittent rapidement la scène de crime. Rados a vu toute la mission depuis une voiture à proximité. Zolika se retrouve dans le bureau du médecin avec sa mère, mais continue à regarder son téléphone et à insister qu'il ne veut pas subir l'opération. Le médecin le gronde parce qu'il regarde son téléphone et Zolika s'énerve, jure et quitte le bureau. Sa mère le rattrape et le gronde pour avoir agi irrespectueusement comme ça. Mais Zolika ne se laisse pas faire. Il crie que sa mère lui a menti toute sa vie. Il pense que son père n'est pas parti parce que sa mère et lui avaient des problèmes, mais parce qu'il avait honte de son fils handicapé. La mère de Zolika essaye de calmer son fils. Elle dit que son père voulait juste émigrer et qu'elle ne l'a pas suivi à cause de sa carrière olympique. Mais Zolika ne veut même pas l'écouter. Rupasov se rend au foyer en bus et y rencontre son bien-aimé. Elle l'invite au mariage et l'homme accepte, à la surprise de tous. Mais dans la soirée, Rupasov a une rencontre beaucoup moins agréable. Rados est furieux à cause de ce qu'il a vu la veille. Senki sem tudta volna megcsinálni neked ezeket a melókat. Azért vagy életben, de a társaidra nincsen szükség. Nyírd ki őket a picsába, vagy te vagy én. Rupasov est confronté à un choix difficile. Soit perdre l'argent et son rêve d'avoir de nouvelles jambes, soit il doit se débarrasser de ses nouveaux amis. Sans hésitation, il décide d'emmener Zolika et Barba pêcher avec lui. Barba a de la chance et il attrape un poisson. Il n'arrive pas à sortir le poisson, donc Rupasov saisit l'occasion et pousse Barba dans l'eau. Zolika ne comprend pas pourquoi son ami a voulu faire une blague aussi méchante. Il lui demande d'aider Barba à sortir, mais au lieu de ça, Rupasov le pousse aussi du ponton. Les garçons ne savent pas nager, donc Rupasov n'a rien à faire d'autre. Même s'il a tué beaucoup de personnes avant, cette fois, c'est difficile. Rupasov retrouve son patron. Rados veut savoir comment il a tué ses amis et Rupasov dit qu'il les a noyés dans la rivière. Son patron est satisfait de l'obéissance du tueur et lui dit la bonne nouvelle, ils ont découvert où se cache Tony, le formidable patron de la mafia. Tout ce que Rupasov a à faire, c'est de frapper à sa porte et de lui raconter une histoire que Rados avait déjà toute préparée. Les hommes se sont séparés, mais tard dans la soirée, Rados surveille Rupasov au foyer et il voit que Rupasov ne s'est pas débarrassé de ses partenaires après tout. Les amis de Rupasov ne perdent pas de temps. Ils tentent de cacher des armes pour la prochaine mission dans un vieux coussin pour fauteuil roulant. Tous les trois arrivent à la maison de Tony, mais Rupasov leur interdit d'y aller avec lui. Il demande à Zolika d'appeler les flics s'il ne revient pas d'ici 20 minutes et il part voir le patron de la mafia. Rupasov dit aux gardes qu'il a un message du frère de Tony. Il dit ensuite à Tony qu'il a partagé une cellule de prison avec son frère pendant 6 mois et qu'il n'a été libéré que la veille. Après qu'il a dit le nom du chirurgien qui a opéré son frère, Tony le laisse entrer dans la maison. Mais d'abord, il le fouille sans rien remarquer de suspect.
Une fois à l'intérieur, le patron de la mafia commence soudainement à parler de football, de deals faits avec les Russes et de mentalités différentes. Mais Rupasov n'a pas l'intention de rester plus longtemps que prévu. Il demande tout de suite ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Tony admet que son frère est mort il y a 2 jours et il a tout de suite compris que Rupasov le trompait. Rupasov n'a pas d'autre choix que d'attraper le coussin et de tirer. Les balles touchent plusieurs gardes du corps, mais Tony parvient à se cacher dans une autre pièce. Pas pour longtemps cependant. Rupasov est à court de temps. Ça fait presque 20 minutes, donc il doit retourner à la voiture au plus vite. Il arrive à peine à la porte et découvre qu'elle est verrouillée. Il panique, appelle Zolika et lui demande de monter aux portes, puis ordonne à Barba de les défoncer avec sa voiture. Mais avant qu'il ne puisse le faire, ils entendent une sirène de police au loin, même si Zolika n'a pas appelé les flics. Rupasov dit à Zolika d'aller voir les flics et de lui donner du temps. Zolika réussit, il arrête la voiture de patrouille et dit aux policiers que 2 hommes bizarres viennent de partir en courant dans la direction opposée. Barba, quant à lui, s'occupe des portes. Quelques heures après, les 3 amis sont assis près d'un feu et brûlent le fauteuil roulant de Rupasov. Mais pour une raison quelconque, il n'est pas du tout satisfait du succès de la mission. Il dit à Zolika et Barba qu'ils sont juste chiants, donc qu'il les paiera et qu'ils ne travailleront plus ensemble. Rupasov part voir Rados en espérant être payé, mais son patron l'emmène dans un endroit étrange. Rados informe Rupasov qu'il est temps pour eux de se dire au revoir et il montre la potence qu'il a préparée pour Rupasov. L'homme ne veut pas se pendre, mais son patron le menace avec les Rottweilers et le force à le faire. Une fois seul, Rupasov parvient à marcher à travers les liens sur ses mains. Pendant ce temps, la santé de Zolika ne fait qu'empirer. Barba s'occupe de lui et il lui montre une nouvelle partie de la bande dessinée basée sur leurs aventures avec Rupasov. L'histoire touche à sa fin. En pleine nuit, le téléphone de leur chambre sonne. Rupasov a changé d'avis et il a décidé de les revoir. Dans sa chambre, Rupasov dit à ses amis que Rados les cherchera et que le seul moyen de s'échapper, c'est d'agir plus vite que lui. Barba trouve une bonne idée, mettre un téléphone avec le GPS allumé dans la voiture du mec et de suivre ses mouvements. Pendant que Rupasov se rend au mariage de son ex avec Zolika, Barba part en mission secrète avec 2 gars. Tout se passe mal. Rupasov commence à draguer la mariée pendant le mariage et Barba et ses assistants se font presque attraper par Rados. Mais un nouveau jour arrive et le trio attend déjà le patron criminel près de sa maison. L'idée avec le GPS a bien marché. Le soir, Rados rentre à la maison comme si de rien n'était. Rupasov et Zolika l'y attendent déjà. Le tueur, comme ressuscité d'entre les morts, exige son argent. Mais Rados ne lâche pas, il leur montre la clé du coffre-fort et leur suggère de prendre l'argent eux-mêmes. Mais les chiens les attaqueront s'ils voient une arme. Rupasov dit juste qu'il aime les défis et dépasse toutes les attentes de son adversaire. Mais Rados n'abandonne pas, il sort un couteau et commence à se battre avec Rupasov, lui infligeant finalement plusieurs blessures mortelles. Avant de mourir, Rupasov crie et dit à Zolika de tirer. Zolika détourne le regard et tue Rados à bout portant. Mais il dit au revoir à Rupasov, prend l'argent du coffre-fort et s'en va. Quelques jours plus tard, Zolika parle à nouveau au médecin. Maintenant qu'il a gagné l'argent lui-même, il accepte l'opération et part en Allemagne avec sa mère. Dans la ville où ils arrivent, un livreur apporte un colis à un homme. Le nom de l'homme est Monsieur Rupasov et le paquet contient une bande dessinée de son fils. À sa grande surprise, l'homme découvre que le personnage principal du livre est lui-même. Nous comprenons que toute l'histoire avec le tueur Rupasov était en fait le fruit de l'imagination de Zolika et de son ami du début à la fin. 4 mois passent. Les amis sont de retour au festival de BD. Les juges sont sur le point d'annoncer le gagnant parmi les amateurs et appellent quelqu'un d'autre. Mais après la cérémonie de remise des prix, une des juges s'approche des garçons et admet qu'elle a préféré leur bande dessinée parce que faire des bandes dessinées sur soi-même, c'est très inhabituel. Elle leur dit qu'elle aimerait bien le publier et elle part négocier avec ses partenaires, laissant les amis heureux rêver de leur nouvelle vie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tous ces rebondissements et si tu avais réussi à deviner comment cette histoire allait se finir. Peut-être que tu connais des films avec des fins similaires. En attendant, rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.